Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGED, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGED, bien choisir, c'est déjà réussir. Fondateur de Transparency International au Cameroun, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, notre invité est candidat à la prochaine élection présidentielle. Son programme est axé autour d'une période de transition de 5 ans, à l'issue de laquelle il propose de quitter le pouvoir. En 2018, à quelques jours de l'élection présidentielle, il a décidé de retirer sa candidature au profit de Maurice Kamto. Coordonnateur du mouvement NOW, il fait de la lutte contre la corruption, de la promotion des pratiques de bonne gouvernance et de la résolution de la crise anglophone ses priorités. Nous recevons dans le cadre de cette nouvelle édition de Moment de vérité sur Afrique Informe, Akere Tabeng Mouna, d'abord son portrait que signe Elodie Choumou, et on se retrouve juste derrière pour la partie consacrée à l'entretien. Candidat investi par le Parti Univers à l'élection présidentielle de 2025, son travail acharné dans les domaines de la lutte contre la corruption et dans la promotion de la bonne gouvernance le positionne comme probable successeur du président Paul Biya. À 73 ans, le bâtonnier Akere Tabeng Mouna est l'une des figures les plus influentes de la sphère juridique camerounaise. Fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Solomon Tadeng Mouna, de regrettée mémoire, le candidat à la présidentielle porte les gènes de la magistrature. Dès sa tendre enfance, il est moulé dans les exigences de la responsabilité et dans les méandres de la gouvernance. Il fait ses études primaires et secondaires au Cameroun et s'envole pour les États-Unis, où il obtient un diplôme en sciences en relations internationales à la School of International Service de l'American University à Washington, D.C., ce qui le conduit à Londres, en Angleterre, où il est admis au barreau en 1978. Cependant, il ne s'y installe pas. Il retourne plutôt dans sa patrie, où il rejoint son frère Bernard Mouna dans son cabinet, qui deviendra Mouna & Associates, l'un des plus anciens cabinets d'avocats au Cameroun, expérimenté dans le système bijuridique, common law et droit civil. Précédemment vice-président de Transparency International, il est aujourd'hui ambassadeur de bonne volonté pour la Facilité africaine de soutien juridique, un organisme de la Banque africaine de développement. Outre son métier d'avocat, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la société civile au Cameroun et à l'international. Leader du mouvement Naon, le natif de Gueyembo, est investi en 2018 par le PDF. Il sera candidat à l'élection présidentielle de cette année-là, mais il décidera de retirer sa candidature au profit de Maurice Kamto. 7 ans plus tard, fera-t-il la même chose au profit d'un autre candidat? Ira-t-il jusqu'au bout cette fois, notamment à ce moment où le débat d'un candidat unique de l'opposition fait rage? Le temps nous le dira. Bonjour Barrister. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. C'est difficile d'évoquer votre portrait sans aborder votre filiation. Vous êtes le fils de Salomon Tadeng Mouna, ne pas confondre avec Tabeng, qui est voilà, votre deuxième nom, et qui a été Premier ministre.
du Cameroun occidental, de 61, il me semble, jusqu'à 68. Exactement jusqu'à 72. 70. Jusqu'à 70. Parce qu'à partir de 70, il devient vice-président de la République fédérale. Effectivement. Jusqu'en 72. Effectivement. Et donc, vous dites de votre enfance que je suis un enfant de Premier ministre qui allait à l'école à pied alors qu'il y avait 18 voitures garées dans le parc. C'est exact. Je pense que mon père a insisté sur le fait que nous connaissons la même vie que les autres élèves. Donc, on a tous élevés comme ça. D'ailleurs, mes frères aînés ont été obligés à une période d'habiter avec d'autres membres de la famille pour pouvoir faire le ménage et autre chose. Ça a été le chemin que mon père a choisi. Et ça forme, c'est dur. Je l'ai pratiqué avec ma fille qui, quand elle est partie à New York, à l'âge de 19 ans, elle conduisait un bus entre les campus pour essayer d'arrondir ses fins de mois. Vous pensez être bien loin du profil qu'on fait souvent de vous, de ce garçon qui a grandi avec une cuillère en or dans la bouche? Non, je pense que j'ai travaillé pour ce que j'ai et ça me suffit. Il est vrai que quand on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui les fils des grands, on a tendance à tout confondre, mais je pense que le mot-clé de toute carrière, c'est de travailler, quelle que soit votre filiation. Il ressemblait à quoi ce Cameroun occidental que vous avez connu jusqu'en 1972? Oui, c'était Southern Cameroun avant et puis West Cameroun. C'était un État fédéré, rigoureusement géré, avec un système d'audit très fort. Mon père, Premier ministre de son État, était obligé, n'est-ce pas, de se référer au trésor public pour tout ce. Il n'y avait pas de caisse noire. Il y a même une anecdote, que vous donne la primeur de cette anecdote. Le Forchivé à l'époque, c'était Sédoc, je pense, à l'époque, est venu à Boya, où mon père était vice-président et Premier ministre, il cumulait les deux. Il lui a dit qu'il y avait des problèmes dans le nord, dans l'ouest Cameroun, vers Bamenda, dans une bled qui s'appelle Bambili, et qu'il fallait aller faire des enquêtes. Donc il fallait des moyens pour faire ces enquêtes-là, parce que c'était politique et tout. Mon père lui dit, pas de problème, vous faites la liste de vos besoins, je veux viser, et vous partez au trésor public, ils vont donner de l'argent, et après votre mission, vous revenez avec les reçus. S'il y a à reverser, vous reversez au trésor. Mais il a dit, mais, monsieur le président, vous n'avez pas une caisse noire, mon père a dit. Mais vous êtes vice-président, je n'ai pas de caisse noire ici. Il n'y a même pas de coffre dans mon bureau. Mais vous en doutez, M. Forchevé est parti directement à Yaoundé. Il n'est pas allé au trésor public. Pour sortir, concernant votre père, il devient par la suite le président de l'Assemblée nationale, je crois dès 1973, comme on l'a écouté jusqu'à sa retraite. Jusqu'à sa retraite. Et vous, pendant ce temps, vous poursuivez vos études, d'abord aux États-Unis et puis en Angleterre. Exactement, je dois dire que quand je pars aux États-Unis pour faire relations internationales, parce que ma mère pensait qu'il fallait que je sois diplomate. Mais quand j'ai fini ma licence et il fallait que je passe dans l'état professionnel, je leur ai expliqué comment vraiment ils ont fait la politique. Je ne voudrais pas me voir envoyer diplomate dans un coin perdu parce qu'ils ont eu des bisbis avec quelqu'un que ce soit. Et j'étais en admiration totale de mon frère Bernard qui est déjà avocat. Donc je suis parti. Vous considérez comme votre mentor également? Exactement, ouais. Tout à fait. Alors, Akeremouna, on parlait justement de ce Cameroun-là, avec une certaine autonomie pour ceux qui dirigeaient. On a évoqué la date du 20 mai 1972, une date importante dans l'histoire du Cameroun. Mais aujourd'hui, avec le temps, est-ce que vous vous dites que ce jour, le Cameroun a connu une avancée ou alors un recul au moment où on parle de plus en plus d'une volonté d'une partie de l'opinion de revenir au fédéralisme? C'est une question fort importante. Pourquoi? Parce que les citoyens de Southern Cameroun, devenus West Cameroun, étaient tellement croyants à une république non seulement unie mais équitable. Donc, leur bonne foi, depuis les années fin 50 et puis jusqu'en 61, quand il y a la conférence de Fumban, leur faisait donner confiance, si vous voulez. Donc, malgré le fait qu'il y avait
une clause dans la Constitution de 61 fédérale qui interdisait le changement de la forme de l'État. Le président Ahidjo a été une ruse, donc il est passé à un référendum, il a fait voter tout le Cameroun, mais c'était tronqué parce que ceux qui avaient voté pour se joindre et faire la République fédérale devaient être ceux qui allaient voter pour un État unitaire ou non. Parce que quand on vient à l'État unitaire, c'est tout le monde qui vote. C'est ce qui s'est passé, et je pense que avec le passage de temps et les injustices qu'on a vécues, je dois dire que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul en 2009 a rendu une décision qui s'appelle des communications, qui a été confirmée par l'Assemblée générale des chefs d'État de l'Union africaine, disant que le peuple anglophone au Cameroun est marginalisé. Donc je pense que dans tous les autres États du monde, dans cet état de choses, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place une fédération qui laisse les uns et les autres gérer les affaires qui concernent leur culture, leur justice et leur façon de vivre. Et c'est le président Biya lui-même qui l'a affirmé à Paris devant Mo Ibrahim. Il a dit que nous avions pensé qu'on pouvait assimiler les autres, mais ça n'a pas marché. Donc je pense que, je ne dis pas qu'il faut rentrer sur deux États. Je pense qu'il y a des choses qui font croire qu'il faudrait partir pour un système fédéral. Le nombre d'États va être sujet à débat. Mais on est arrivé à un tel niveau de repli identitaire, que pour sécuriser les uns et les autres, il faut absolument un système fédéral. Et pourquoi? Parce que fédérer ne veut pas dire diviser. Fédérer, c'est ramener tout le monde ensemble. Mais dans la sécurité, c'est ce que nous recherchons. La prochaine question que je vais apporter justement à vous poser, parce que en parcourant votre programme, on évoque bien évidemment l'éventualité d'un retour au fédéralisme, mais à combien d'États? C'est ça, c'est une question. Écoute, le Nigeria a commencé avec 3 États. Aujourd'hui, ils sont je crois, en 38. Entre 36 et 38, parce qu'il y en a d'autres qu'on a créés. Donc, ça va être quelque chose de très évolutif. Je suis sûr que si on partait en 71 ou 72, en 74 par exemple, même jusqu'en 96, les anglophones parlaient de 2 États. Est-ce qu'il faille se tenir à 2 États? Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones qui pensent qu'il faudrait aussi des États? Donc, il faudrait peut-être réfléchir à transformer les régions actuelles en États, mais ça va être sujet à débat, parce que ce n'est pas bien de décider tout seul, mais ça va être sujet à débat. Il va y avoir un système fédéral qui permet, par exemple, aux sections de common law dans le nord-ouest et le sud-ouest, d'avoir la même Cour suprême, à cause de culture juridique. Il y a beaucoup de détails qu'il faut, mais le chemin de l'avenir pour notre pays, sur les bases solides, c'est le fédéralisme. Parce que on n'invente pas la roue. Regarde les États-Unis, regarde l'Afrique du Sud, regarde l'Éthiopie, regarde la Tanzanie, regarde le Canada, regarde la Suisse, regarde le Belgique. C'est ces différences qui sécurisent les uns et les autres si on se met ensemble. Est-ce que le problème aussi de l'autonomie des régions, des communes qui est souvent posé, n'est pas lié au fait que dans la forme actuelle du Cameroun, il y a un État unitaire décentralisé, qu'on en soit encore à poser des problèmes d'implémentation de la décentralisation? C'est-à-dire, je vous pose la question simplement, est-ce qu'il ne faut pas d'abord finir par obtenir les résultats du processus de décentralisation avant de poser le problème de l'implémentation du fédéralisme sur la table? Une question curieuse. Vous me dites, est-ce qu'il ne faut pas finir d'échouer pour recommencer? Non, mais est-ce qu'on a fini d'implémenter la décentralisation? Il y a l'échec total. On a échoué. On est en train d'échouer. On a un système supposément décentralisé, mais le gouverneur, vous savez qui installe les présidents des conseils des régions? C'est le gouverneur. Vous savez qu'il y a un ministre de la décentralisation et une délégation de la délégation. Vous savez que le secrétaire général du président du conseil des régions est nommé par décret présidentiel. Mais quand même, je pense que la décentralisation était une histoire à trompe-l'œil pour lui dire que ça va être comme le fédéralisme. J'en sais, pour avoir directement suivi ce qui se passait. En 96, avant que la Constitution sorte, les anglophones demandaient et réclamaient un État fédéral. On nous sort donc l'histoire des régions autonomes du chapeau,
Et le gouvernement dit à mon père et à Dr Fonja à l'époque, des artisans non de la réunification de notre pays, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, écoutez, on va s'assurer que ça revient comme c'était avant. Mon père et Dr Fonja, conjointement, disent au président que non, ce qu'on a là, les anglophones connaissent ce que c'est le système fédéral. Ce qu'on a là ne rime pas du tout. Il dit, bon, tentons comme ça, comme vous dites là, n'est-ce pas? Et puis on verra comment on va ajuster. Et quand on trouve comme une astuce, statut spécial. On dit, bon, s'il y a des choses qui manquent, bon, on va utiliser cet article de la Constitution pour rectifier. Ça, c'était la Constitution de 96. Or, on nous sort statut spécial du chapeau seulement quand il y a des troubles. Presque 20 ans après, quand même. Il n'y a aucune volonté. Ce qui se passe, j'ose dire. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au sortir du fameux grand dialogue national, le statut spécial a de nouveau été évoqué concernant en tout cas les régions anglophones du pays. C'était un grand échec national et ça n'a rien donné. Ça a tenté de résoudre un problème en la compliquant. Vous prenez l'expression monologue comme certains? Oui, justement. Mais écoute, je dis, mais c'est incestueux parce que c'était entre eux. Ils ont parlé avec qui? Non, s'il vous plaît. Je pense que c'est quelque chose qui a échoué et il faut qu'on le reconnaisse. Mais est-ce que aujourd'hui, en l'état actuel du problème, ça c'est pour évoquer spécifiquement la crise anglophone dont on dit que c'est un des problèmes de l'incapacité de certaines régions à être autonomes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les régions anglophones, est-ce que ce ne sera pas difficile de convaincre certaines personnes qui sont convaincues que même le fédéralisme n'est plus une solution, qu'il faut absolument se séparer de la République actuelle? Et je pense que, à ma connaissance, ceux qui réclameraient la séparation le font parce que en face, on leur a dit rien et rien du tout. Moi, j'étais convoqué au CED et la première question, c'était de me demander si j'étais pour le système fédéral ou non. C'était ça. On m'interrogeait sur ma pensée. Et l'État a fait un travail, cet État a fait un travail extraordinaire parce qu'il a amené les Camerounais à penser que fédéralisme égale sécession. Mais que non, regardez même le dictionnaire. Fédérer, c'est mettre des gens ensemble. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait une décision franche et vous verrez que les Camerounais qui sont partout, et on oublie, les anglophones sont un peu partout. Ils aiment ce pays autant que n'importe qui. L'UPC qui a démarré cette histoire avait exigé la réunification avant l'indépendance. Donc, et quand vous voyez dans les frontières entre les régions, c'est pratiquement les mêmes peuples. Donc, on n'en est pas là. On a un problème d'avoir mal géré, n'est-ce pas, l'Union, et qu'il faudrait qu'on sécurise les uns et les autres. Là, c'est ce qu'il faut faire. Et ça ne passe que par le dialogue. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Vous évoquez le dialogue. Est-ce que vous discutez avec les leaders séparatistes qui sont, enfin pour ceux qui sont en ce moment dans certaines de nos prisons camerounaises? Je pense notamment à Sissiko. Oui, je parle avec tous ceux qui ont des prisons. Il y a certaines personnes que je défends et ceux qui parlent, on les entend sur le net. Et j'ai beaucoup discuté avec ceux qui ont travaillé avec eux pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que si aujourd'hui vous avez un système fédéral, un système qui libère les forces politiques à l'intérieur, d'ailleurs, pour me référer encore à ces décisions de Banjul, ils avaient demandé de reconnaître le fait qu'ils avaient droit au self-determination, c'est quoi, de voter pour un État fédéré. Banjul a dit non, on reconnaît les anglophones comme étant un peuple, mais il faudrait qu'ils agissent à l'intérieur du système politique. Créer un parti par lequel ils pourront faire valoir leurs revendications. Tout à fait. Une autre priorité citée dans votre programme, c'est la lutte contre la corruption. Vous avez tiré la sonnette d'alarme sur la fameuse affaire Glencore. Glencore en français facile, pour ceux qui n'en savent rien du tout, c'est des milliards en termes de pots de vin versés par sorte de trader auprès d'agents de l'État au Cameroun. Ou agents de l'État. Ou agents de l'État au Cameroun pour obtenir à des montants dérisoires de pétrole camerounais. Parlons un tout petit peu de cette affaire, Akeremouna.
Bon, ben écoute, l'alarme, je l'ai tiré à 25 ans. Quand je créais donc Transparency International, mon bureau était quasiment encerclé, mes clients étaient menacés de ne pas entrer dedans parce que je parlais de la corruption. Et parce que je me suis rendu compte à cette époque, à l'allure où on part, ça va être grave. Ça va complètement plomber notre pays si on ne fait pas quelque chose. Et j'ai passé 5 ans, je dirais de 2019 à 2023, 2024, à enquêter sur cette affaire. À grands frais, entre 70 et 80 millions, j'ai dépensé, pas de mon argent, peut-être une partie de mon argent, mais de beaucoup de Camerounais, surtout de l'étranger, qui me payaient les hôtels, achetaient les billets d'avion, où je devais aller dans les instances, trouver des documents, et j'en profite pour leur dire merci. Et j'ai sorti tous les documents qu'il faut prouver que Glencore, ce trader, vous avez très bien dit, a avoué, été condamné aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse pour avoir versé des pots de vin. Aux États-Unis, ils ont évalué à 7 milliards de francs CFA. Mais c'est pas là le problème. Le problème est que 7 milliards, pourquoi évidemment, c'est pour vendre le pétrole à un prix décoté. Donc, dans le cas de Glencore, c'était 30%. Quand j'ai découvert le poteau rose, ils ont tenté de rentrer sur le site et changer ça à 15%. Mais j'avais les captures d'écran qui montrent que c'était à 30%. Il y a un autre trader dont on ne parle pas beaucoup, parce que lui n'a pas été condamné, c'est Vitol. Mais je pense que pour lui, c'est plus grave, parce qu'il a eu le pétrole à 70% de décote. Vous estimez les pertes, le cas de Glencore spécifiquement, à peu près 800 milliards de francs? Moi, je suis sûr que quand on regarde le trafic qu'ils ont fait et les condamnations en ce qui concerne les délits et crimes qui sont attachés, on peut aller de 500 milliards à 800 milliards. Énorme quand même. C'est pas énorme, mais écoute, ils ont beaucoup volé. Je dirais, comme Camerounais, qu'ils ont volé beaucoup. Donc, mais voilà, je parle. Les Américains, vous savez qu'ils ont pris presque 1000 milliards. Pourtant, ils n'ont pas perdu même une cuillère de pétrole. Vous comptez récupérer cet argent. Vous dites d'ailleurs que si vous êtes élu président de la République, quand je serai élu président de la République. Voilà, quand vous serez élu président de la République, pour les chantiers prioritaires, les 100 premiers jours vont être financés par l'argent que vous allez récupérer. Exactement. À Glencore. Mais comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous n'allez pas quand même frapper aux portes de Glencore et... Je ne frappe pas, je l'ai fait convoquer à mon bureau. J'ai dit, voilà le jugement de New York, vous avez avoué que vous avez volé. Alors, voilà les marchés sur lesquels vous avez eu des décotes, voilà les bénéfices que vous avez faits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis ouvert à une transaction qui vous donne aussi l'immunité par la suite. Mais la corruption que vous citez longuement comme un problème d'ailleurs depuis près de 25 ans, et tiré la sonnette d'alarme en disant qu'à l'allure où vont les choses, ça va être très difficile pour le Cameroun de se développer, de s'épanouir économiquement dans un tel système. La corruption, finalement, comment est-ce qu'on en sort? C'est-à-dire qu'une légende urbaine veut que si on souhaite éradiquer totalement le phénomène, il faut peut-être inventer une nouvelle souche de Camerounais. Je ne pense pas. Votre question, je l'avais posée au président Kagame. Il m'a dit, écoutez, à l'époque, j'étais président de l'Union panafricaine. Il a dit que, écoutez, M. Mouna, je ne peux pas vous dire qu'on va éradiquer la corruption. Mais si on vous attrape, vous allez payer des frais. Mais au Cameroun, quand on vous attrape, on vous applaudit. Dès que vous prenez de l'argent, n'est-ce pas, on vous applaudit. C'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire quoi? C'est l'impunité. La Chambre des comptes dit qu'on a volé ici, ici et là. Est-ce qu'il y a des poursuites? Même Konak, dans sa façon de faire, dit l'année dernière, il y a eu 114 milliards, 114 je pense, perdus dans la corruption. Qui a pris? Vous avez fait quoi? Et cette année, on nous dit que c'est 4 milliards, parti de 114 milliards. 4 milliards, ça, c'est un chiffre électoral, ça. Donc, ben voilà, donc, je pense que c'est clair que chez nous, c'est l'impunité. Les gens accusés sont connus. Mais là, dans le cas de Glencore, parlons-en. Glencore venait du Nigeria, dans un avion loué, avec des sacs de dollars pour remettre aux fonctionnaires, en le faisant fraude douanière, blanchiment d'argent,
Et fraude fiscale, parce que par ailleurs, il dit que chaque fois qu'ils avaient un marché pour reconstruire, repeindre, faire des travaux, ils grossissaient la facture, parce que la différence dans les factures, ils versaient aux hauts fonctionnaires de la République. C'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui disent. C'est eux qui avouent. Si vous partez même dans le secteur de l'or, nous déclarons avoir vendu de l'or pour, je crois, 4 kilos et quelques aux États Émirats. Les États Émirats disent qu'ils en ont acheté 10 kilos. Oui, quand même. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on regarde la vérité en face, qu'on est en train de tuer. Secteur du bois, c'est pareil. Ce qu'on déclare avoir vendu aux Chinois, c'est inférieur à ce que les Chinois déclarent. C'est pour ça qu'on nous a expulsés de IETIE, ce mécanisme sur les industries extractives. Parce que tous les chiffres que nous donnons sont des chiffres faux. On a une opacité comme nul autre ailleurs et on fonctionne. Combien est-ce qu'on gagne dans le péage? Combien est-ce qu'on gagne dans les taxes qu'on prend dans les transferts d'argent? Difficile à estimer en tout cas. C'est même pas à estimer. Qu'ils nous disent, qu'ils fassent. Alors quand on donne des marchés, j'entends qu'on a eu un SNH a fait un truc avec quelqu'un qui s'appelle Sistar. Comment est-ce qu'ils ont donné le marché public? Il y a un organisme qui s'appelle Global Network. Hein. Ils ont dit, en ce qui concerne le Cameroun, ils ont classé les secteurs à haut risque. Marché public, très haut risque. Police, très haut risque. Justice, très haut risque. Fiscalité, très haut risque. 8 secteurs, très haut risque. Quand même. C'est là, tout le monde sait. Et sur le marché mondial, quand nous partons pour faire des prêts maintenant, on va du côté commercial. Et on est entre 10 et 11%. Tandis qu'on peut en voir 7 ou 8%. On ne peut pas voir parce que le Cameroun est considéré comme un pays à haut risque. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est clair, tout le monde le dit. Il n'y a que nous ici qui pensons qu'on est bien et on peut continuer comme ça. Je tiens à rappeler que vous avez également dénoncé suite à l'annonce de la création de l'entreprise de Sistar qui... Exactement. C'est ça, tous les éléments non seulement de blanchiment, mais de conflit d'intérêts. Si vous partez dans une activité pour inaugurer l'espace qui s'appelle un système de stockage sécurisé ou un stock de sécurité, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, et sur le premier banc est assis l'épouse du DG de la SNH, qui est par ailleurs PCA de justement, petite entreprise. Mais voilà, le père de la première dame, le fils de la première dame, mais quand même. Est-ce que ne vous dites pas également que ce régime, celui du président Paul Biya, doit une partie de sa longévité à l'impunité en ce qui concerne la corruption? Et il y a ce chanteur qu'on appelle Tamné Pios qui dit que dans les années 90, après la dévaluation du franc CFA, ce que l'État du Cameroun a fait, c'est qu'il a permis à chaque fonctionnaire de privatiser un tout petit peu son bureau. C'est très proche de cela, je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de vérité en cela, mais c'est surtout parce que on n'a pas un système de redevabilité. On a un système qui est complètement fait, n'est-ce pas, pour certains fonctionnaires qui y trouvent leur compte. Et en termes de démocratie, on n'en a pas. La seule personne qui nous gérerait, qui est élu maintenant, c'est le président de la République, qui a voté le Premier ministre, qui a voté les gouverneurs, qui a voté les ministres, qui a voté ses DG, tout ce monde-là. Ils ont quel mandat? Ceux qui ont le mandat à l'Assemblée ont peur de ne pas être réélus. Voilà, c'est comme nous avons la justice complètement subjuguée au Conseil national supérieur de la magistrature, qui n'a pas siégé depuis, je crois, 6 ans. Voilà ce que nous avons. Un système délabré, un État qui s'écroule et les Camerounais qui souffrent. Si on ne voit pas ça, on peut voir. C'est les routes, c'est la santé, c'est la justice. Mais it's there for you to see. Et je suis surpris qu'il y en a qui réussissent à faire l'apologie, n'est-ce pas, en dansant en tenue traditionnelle au Palais du Peuple, au Palais de l'Unité quand même. Je pense je pensais qu'on avait touché le fond, mais là, j'ai découvert que les Camerounais sont des excavateurs, des gens qui creusent. Alors,
Quel est le regard justement que vous jetez sur ce bal qu'on observe à Etoudi, acteur politique, ce n'est pas la République. chef traditionnel. Ce n'est pas la République. On a même vu des chefs traditionnels qui sont venus avec une chaise pour le président de la République, sauf qu'il n'était pas là. Ouais, sa photo, on a mis sa photo, je pense. Je sais pas. Apparemment sa photo. Non, mais écoutez, cet état de choses, je l'ai décrié en faisant une requête au Conseil. Je n'avais pas d'illusion, mais je pense qu'il fallait éveiller les consciences des uns et des autres. Nous avons tous quelqu'un dans notre famille qui a cet âge-là. Quelles sont ses capacités? Alors, qu'est-ce qui nous pousse 30 millions de Camerounais à nous entêter à ce qu'il n'y a même personne qui reste? C'est pas pour lui. J'ai connu le président Biya, travailleur, et en d'autres temps. C'est un groupuscule de personnes qui savent que si en octobre là, ils ne sont plus là, ça va être grave pour eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et quand j'étais à TI, on a fait une étude sur le changement, n'est-ce pas, des régimes dans les États hautement corrompus. Et on a vu que plus un État est corrompu, plus, n'est-ce pas, le changement est difficile. Et le débat a débouché de savoir, est-ce qu'il faut donc prendre la voie d'amnistie pour les rassurer et les faire partir? Et d'autres qui disaient non, ça c'est l'impunité. Donc c'est un débat qu'il faudrait voir. Mais au Conseil constitutionnel, justement, vous avez contesté l'éligibilité du président sortant. Pour, permettez-moi de vous citer, enfin, d'après vous, le président n'est plus en capacité. Le chef de l'État se trouve dans un état de dépendance physique avérée. Exact. Et je crois que devant le Conseil constitutionnel, vous avez cité la séquence devant Mou Ibrahim. Ouais. À Washington. À Washington, effectivement. Et puis au palais d'unité où sa femme lui demande l'aide, lui demande de soulever la main pour saluer, je sais pas quoi. Et pris en otage. Oui, il est pris en otage. Je crois qu'en français on appelle ça abus de faiblesse. C'est ce qu'il y a. Écoutez, ce texte, ce procès est quand même intéressant. En 46 ans de métier d'avocat, c'est la première fois que je vois une juridiction faire recours au texte de loi en anglais pour expliquer sa décision. Parce qu'en fait, l'original du texte qui est en français est très ambigu. Parce que ça parle de dépendance. Mais le texte en anglais, tel que c'est traduit, parle de dépendance sur un étranger. Et c'est là que le Conseil était bloqué. Bon, il a dit, bon, c'est recevable. Il a dit, mais non justifié. Dépendance sur un étranger, là vous citez la première dame. C'est ce que nous avons fait. Parce qu'on a laissé ça à la fin. Alors quand le rapporteur fait son rapport... Parce que j'ai écouté Michel Ndoki, qui faisait partie du autre collectif d'avocats, qui considère que... le seul, on était à deux. Voilà, partie. Et donc qui considère que Chantal Biya n'est pas camerounaise, qu'elle est française, du fait de son père. Mais c'est ça sur la page Wikipédia. C'est marqué dessus française. Madame Biya née vigoureuse. Vigoureux. Donc, ce que vous dites, c'est que non seulement il dépend d'une personne, mais qui dépend d'une personne qui n'a pas la nationalité camerounaise. Justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit en anglais, que ce soit en français, nous avons établi ce fait. Nous avons laissé le Conseil penser que on allait seulement parler du texte en français, en anglais, qui parle d'une dépendance sur un étranger ou un État étranger, un organisme. Et c'est à la fin que nous avons donc démontré qu'effectivement, il est dépendant sur une étrangère. Plus besoin de vous demander qui, d'après vous, dirige le Cameroun si ce n'est pas Paul Biya. Ça, c'est la grande question. Je vous la pose. Vous la posez. Qui dirige le Cameroun? C'est la grande question. Je pense qu'on va trouver la réponse le 12 octobre. On aura un des gens reconnus. Mais parce que moi, je pense au Conseil que la chose la plus facile, que le président se présente. Ils viennent là et disent, mais voici, mais Mohamed, de quoi parlez-vous? Et pire encore, il y avait le directeur du cabinet civil dans la salle d'audience. Le président du Conseil lui a demandé s'il avait à dire. Il a dit, il n'a rien à dire.
Il devait seulement se lever et dire, écoutez, je sais pas ce que parle M. Bouna, j'étais avec le président ce matin, je cours maintenant pour le retrouver, et on a travaillé jusqu'à 1h du matin, donc de quoi part-il? Il n'a pas dit ça. Tout à fait. Peut-être c'est un bon chrétien, il ne voulait pas mentir, qu'est-ce que j'en sais. Revenons à votre programme. Proposez une transition de 5 ans. Exact. À l'issue de ces 5 ans, vous souhaitez laisser le pouvoir. Je ne le souhaite pas, je vais le faire. Vous allez vous engager. Exact. On a souvent entendu ça sur le continent. Sauf que, écoute, est-ce que vous avez entendu ça de moi? Je pense qu'on dit tout et rien. J'étais dans le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation des pairs, où je suis devenu par la suite président, qui est un mécanisme de l'Union africaine qui évalue les pays. Et j'ai connu un des présidents que j'ai d'ailleurs remplacé, le professeur Amos Soya, qui était du Libéria. Lui, il était professeur d'université, et après les guerres, on a dit, il nous faut quelqu'un pour une transition. Et c'est comme ça qu'on a choisi Amos Soya. Et il me parlait de ça tout le temps. Donc ça veut dire que je propose une nouvelle république. Pour y aller, il faut une transition. Pour régler tous les problèmes systémiques et institutionnels. Quand on a réglé ça, on ne peut pas être juge et parti. Donc quand on fait les 5 ans, on met tout ça à point, on organise des élections équitables, claires et justes, on installe de nos présidents. Et je m'en vais. Aussi simple que ça. Si je fais les 5 ans, j'aurai 78 ans. Je ne sais pas si j'ai la force des autres qui peuvent rester jusqu'à 90. Non. Soyez sérieux, je le dis, je prends l'engagement. Ceux qui ne me croient pas, donc attendent de voir. Alors vous, 100 premiers jours, programme d'urgence pour le développement local. Je vais parler des 360 arrondissements, exact, oui. Tout à fait. Où on va voir par arrondissement les urgences, par leur comité de développement. Ils vont dire, nous voulons ça, 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 ça. Je parle toujours des Bolova, j'entends comment construire Bolova un aéroport. Je ne sais pas si on demande aux habitants du Sud, ils vont dire que le premier problème c'est l'aéroport, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait que tous ces arrondissements-là décident ce qu'ils veulent. Quand ils l'auront fait, je vous ai dit, l'argent que Glencoe nous a volé, on mettra 1 milliard dans un premier temps. À disposition toutes les communes. Oui, toutes les communes. Ouais. 360 milliards. Exactement. On n'aura pas atteint la moitié de ce qu'on aura pris. Tout à fait. Et il y a aussi un projet pour faire une caisse importante d'environ 100 milliards pour aider les jeunes à faire des start-up et à démarrer dans les affaires. Et il y a encore 100 milliards qui vont être consacrés à créer une espèce de coopérative pour les femmes qui sont dans l'agriculture pour les permettre d'exporter ce qu'ils veulent voir. Encore que dans l'état actuel, disait un autre candidat que nous avons reçu ici, si les fameux 15% du budget de l'État sont débloqués en direction des communes, le 15% qui a été arrêté par l'Union africaine, je crois que c'est Abuja, quelque chose comme ça. Oui, voilà, de 15%. Mais écoute, c'était 15%, c'est presque les 3 quarts qui est volé par an. Donc vraiment. Ouais. Multinationalité. Multinationalité, c'est ce que je vais faire dans les premières semaines. Parce que je crois en 2003, c'était environ 400 ou 430 milliards qui sont venus de l'étranger, des Camerounais vivant à l'étranger. Nous connaissons les compétences, le dévouement, l'amour qu'ils ont pour leur pays. Donc je pense que c'est important qu'on puisse les permettre de... Les problèmes autour de la double nationalité non, pas du tout. Moi, en ce qui me concerne, une fois Camerounais, toujours Camerounais. Audit général de l'État. Ben écoute, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Ils seront nombreux à rendre gorge. Justement, non seulement ça, le problème est que le niveau de dette qu'on pensait avoir quand Macky Sall partait, on a vu que c'était plus que ça. C'est parce que le FMI est là-bas pour voir. Donc on ne sait pas ce qu'on doit. Surtout, on ne dit seulement ce qu'on doit. On ne dit jamais combien on gagne. Hein? On était ici, tel prêt, le président a autorisé, tel prêt, tel autre. On nous dit. Mais que gagnons-nous? On ne nous dit pas. Donc je pense que l'audit est essentiel. Tous ces programmes qu'on lance, programme de ceci, programme de cela, la plupart du temps, 90 à 95% des frais de ces programmes-là, c'est pour gérer ceux qui y sont. Et peut-être 5 à 10% consacrés à l'objectif même du programme qui est créé. Il faudrait arrêter tout ça et voir de quoi il s'agit, voir ce qu'on peut consolider, voir ce qui
qui peut produire. Vous voyez la SNH qui est pratiquement la seule portefeuille de l'État, qui avait plein de sociétés créées du Cameroun, plein de sociétés ont été créées. Était vraiment une usine qui nous permettait d'avoir des sociétés qui venaient des partenariats. La SNH maintenant, on ne la sent pas. Pas la SNH, la SNI. La SNI, oui, Société nationale d'investissement. Il ne faut pas confondre avec celle des hydrocarbures. Voilà. Vous dites que dans les 100 jours, vous organisez un dialogue inclusif. Vous l'avez déjà martelé sur dans le cadre de cette émission. Celui de 2019 n'en était pas un. Pas du tout. J'ai passé de 2019 à 2021 avec le Forum africain des chefs d'État. Il était question d'organiser un dialogue entre les Camerounais. On avait arrêté le nombre à 500. Ça devait se passer au Kenya. Le président Uhuru avait donné son accord et les Américains étaient prêts à mettre $2 millions pour rassembler 500 Camerounais au Kenya pour qu'ils débattent de leur situation et sortir avec donc une feuille de route pour la démocratie, pour le problème du nord-ouest et du sud-ouest, tout ça. Le projet était arrêté. Le président Thabo Mbeki lui-même, il a dit, je crois, il y a 1 ou 2 mois, qu'il a tenté plusieurs fois d'avoir le président Biya pour lui dire qu'on va trouver une solution, mais il a fait sans succès. Donc, j'ai des documents qui préparaient cette conférence qui sont là. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce qu'on pouvait continuer sans l'accord du président, mais il y a eu donc le Covid qui ne permettait pas de se mettre tous ensemble. Renforcement de la démocratie et promotion des pratiques de bonne gouvernance. Mais écoute, ça, on en a parlé tantôt, c'est un changement systémique, qu'il faudrait revoir la forme de l'État, une vraie séparation de pouvoir, voir le rôle de toutes les institutions. Et moi, président de la République, le président ne sera pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'on laisse les magistrats choisir leur président pour gérer leur carrière. Moment de vérité sur Afrique Informe, on va marquer une pause dans le cadre de cette nouvelle édition. Et juste derrière, en tout cas dans la deuxième partie de cet entretien, nous allons parler de la posture de l'opposition, des différentes rencontres des acteurs, des échanges de Fumban auxquels notre invité a pris part. Et on reviendra tout naturellement sur le 12 octobre, sur cette date fatidique. A tout de suite, les amis. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, École de commerce et de gestion. SAO Polytech, École de technologie et d'ingénierie. SHS, École des sciences biomédicales. EXA, École supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Moment de vérité, édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Cameroun. Nous recevons Barrister Akereta Bengmouna, candidat investi par le parti Univers. Bâtonnier, on vous a vu à Fumban, aux côtés de plusieurs acteurs, dont certains des candidats déjà à cette élection présidentielle, d'autres non. Objectif, trouver un candidat consensuel de l'opposition camerounaise. L'initiative semble avoir accouché d'une souris. Je dirais pas cela. Je dois avouer que c'était à l'initiative. J'en avais parlé avec le docteur Balegelnkot, qui est secrétaire général de l'UPC. L'un de vos alliés. Et justement, voilà, un de mes alliés importants. Et aussi avec M. Issa Chiroma. J'en avais parlé. J'ai dit, moi, je pense que la meilleure personne pour faire inviter tous les membres, les candidats reconnus par Elekam à l'époque, les candidats reconnus par Elekam à l'époque, qu'il était important qu'on se retrouve tous. Et j'en ai parlé donc à Madame Tomaïmou Damjoya, qui a trouvé l'idée brillante, et c'est comme ça on va donc démarrer les invitations. Je lui ai dit que Fumban c'est une ville historique, elle est la seule dame, peut-être ça peut attirer les uns et les autres.
Moi, je pense que ça a plutôt bien marché parce qu'on s'est tous retrouvés à Fumban. On a arrêté un calendrier. On s'est dit, bon, il faut que nous attendions que le conseil siège. Et 24 heures après cela, on était censé se retrouver maintenant seulement pour désigner le candidat du consensus. Donc, j'étais plein d'espoir au départ de Fumban. Et on s'est arrêté chez le faux Sokoju de Bamedjou, qui nous a encouragés, qui nous a bénis, qui nous a dit écoutez, allez chercher les autres. On est parti donc de là et on a attendu. Quand les résultats sont sortis du conseil, avec cette incompréhension en ce qui concerne le cas du professeur Camto et d'autres personnes d'ailleurs, il y a le cas de M. Gouet que je trouve assez ridicule parce que je pense qu'on a rejeté sa candidature parce qu'il n'a pas présenté l'attestation d'inscription sur la liste électorale. Mais ça, c'est quand même assez bizarre parce que c'est Elecam qui garde cette liste. Ils connaissent tous ceux qui ont. Alors, ce serait plus facile de se référer à cela. Bon, soit. Donc, après le verdict du conseil, on se retrouvait tous à Yaoundé, à la Fondation Mouna d'ailleurs, et on a débattu pendant 2 jours. J'ai vu des changements de position. On a donc résolu qu'il fallait donc d'abord essayer de fédérer des programmes avant de passer à l'étape, n'est-ce pas, du choix d'un candidat consensuel. On a mis en place une équipe, là-dedans je participe aussi, des personnes qui sont chargées de fédérer les programmes. Donc, c'est lent. Je dois avouer, pour être transparent, que la chose s'est avérée plus compliquée qu'on ne l'avait envisagé à Fumban. Tout à fait. Des candidats ont brandi leurs ambitions. C'est ce qu'on a appris en tout cas des échanges que vous avez eus à huis clos. Bon, je ne vous demande pas de confirmer ou d'infirmer. On aurait appris que la seule femme du groupe a souhaité être au devant du projet de cette coalition. Mais tout le monde qui était dans la salle a souhaité être devant. Et donc, qu'on essaye. Du moins, on est candidat, ça dit qu'on souhaite être devant. Bon, la question est de savoir qui va désister. Et les uns et les autres, on dit donc il faudrait qu'on regarde les programmes avant de dire qui va désister. Mais tout le monde avait confirmé le fait qu'il resterait candidat. Mais la prochaine étape, c'est de savoir qui sont ceux qui vont désister. On dit non, il faudrait qu'on essaie de faire des programmes pour pouvoir s'identifier, n'est-ce pas, au programme qui va sortir en fin de compte. Entre-temps, il y a quand même un candidat qui bénéficie de la dénomination de candidat consensuel, entre guillemets. Issa Chiroma Bakari du FSNC a été présenté par l'Union pour le changement, par Anissé Ekane et par Djekam Tchameni comme le candidat, je dis bien consensuel en mettant les guillemets. Comment vous avez accueilli cette annonce, Barrister? Moi aussi, je peux me déclarer candidat aux élections en Côte d'Ivoire. Ça ne change rien à la réalité. Je pense qu'il faut soyez sérieux. Candidat consensuel, le consensus c'est entre qui? C'est entre les candidats. Donc, pour moi, c'est un non-événement. C'est aussi des acteurs d'une importance qui n'est pas négligée. Qui sont les acteurs? Je parle d'Anissé Ekane et du Manidem. Et les candidats? Non, du tout. Ouais. Djekam Tchameni non plus. Donc, je pense que le consensus, c'est entre les candidats. Tant que vous n'arrivez pas à amener les candidats à être ensemble, ça ne donne pas. J'ai d'ailleurs accueilli avec... J'étais content de lire ce qu'a écrit le professeur Camto, qui est sorti ce matin. D'ailleurs, j'ai un discours qui doit sortir dans le même sens, qu'il faut qu'il y ait un candidat, c'est pas unique, mais consensuel. Il a fait appel surtout aux 2 candidats qui sont de la même ville. Je pense même département. Le même département, en fait. Justement, donc je pense que il faut qu'il y ait un signal fort. Et j'ai l'impression qu'on va y arriver. Tout à fait. Vous avez parlé du professeur Maurice Camto. Bon, aujourd'hui, il ne participe pas à cette élection présidentielle. Donc, je crois que d'ailleurs, dans une de vos interventions, vous dites que il a le profil parfait pour réunir les différents acteurs. Vous avez rencontré le professeur Maurice Camto, effectivement. Pas besoin de vous demander ce que vous vous êtes dit. Je sais que vous n'allez pas me répondre. Mais quel est le sentiment que vous avez
au sortir de la rencontre que vous avez eue avec... Bon, écoute, je suis parti lui transmettre un message que j'avais déjà publié, n'est-ce pas, dans la conférence de presse, et par ailleurs, je pense, dans une interview avec Bois Bouvier sur RFI, j'avais dit clairement que je pensais qu'il était à la place pour jouer un arbitre, pour être un arbitre indépendant, pour nous rassembler et de dire cela. Je suis parti, c'est le message que je lui ai transmis. Je peux dire maintenant ce qu'il m'a dit, parce qu'il a dit dans son message. Il a dit, écoutez, oui, il a dit, bon, écoutez, vraiment, ce n'est pas ma responsabilité. C'est d'abord au candidat de se décider de le faire. C'est pas à moi qui ne suis pas candidat de commencer à chercher, à trouver. Il faudrait que la volonté se manifeste entre les candidats. Et je pense que très intelligemment, le professeur Camteau est parti à 3 étapes. Uniques, consensuelles, et les personnes qui pourront faire le déclic. C'est ça les 3 parties de son discours. Et je pense que ça, c'est un discours qui peut-être va mettre le turbo dans le processus. Très honnêtement, vous croyez encore à la possibilité pour l'opposition camerounaise, soit avant le début de l'ouverture officielle de la campagne, ou alors avant le 12 octobre, de trouver un candidat consensuel pour cette élection présidentielle, ou un candidat de large consensus? Je pense que c'est possible. Je suis optimiste. Je suis à 70%. En tout cas, j'y travaille et je vais, de mon côté, m'acquitter de ce devoir envers le peuple camerounais. Se désister en faveur d'un autre, et je suis le seul qui l'a déjà fait. Donc pour moi, ça ne relève pas de chimère. Et j'y crois. Je ne pense pas que j'aime ce pays plus que les autres candidats. Je pense que l'amour pour le pays, la clameur des Camerounais, ce qui se dit maintenant, l'état de délabrement de notre pays, nous commande à répondre à l'appel du peuple. Ira-t-il jusqu'au bout ou pas? Enfin, c'est une question qui revient beaucoup quand il s'agit de vous, oui, parce que en évoquant 2018, effectivement. Ça, c'est l'exigence des Camerounais. Quand vous désistez en faveur de quelqu'un, on dit « Ah, il ne va jamais jusqu'au bout ». Quand vous ne le faites pas, on dit bah, il est contre la coalition. Il faut savoir, je pense que la différence entre maintenant et 2018 et comme maintenant, j'ai voulu que ça se fasse en groupe, qu'on soit ensemble et qu'on prenne la décision. Quand on est dans cette posture-là, j'irai au bout, mais avec d'autres personnes qui pensent que l'avenir de notre État est important. Ce n'est pas mon affaire à moi seul que j'irai au bout. Non, je n'ai pas... Je ne pense pas qu'il faille absolument devenir président, mais je pense qu'il faille absolument qu'en 2025, notre pays puisse respirer. S'agissant de vous spécifiquement, certains observateurs de la vie politique nationale pensent qu'il est peut-être temps pour Maurice Camteau, que vous avez cité tout à l'heure, de faire un retour d'ascenseur après votre désistement de 2018. Qu'est-ce que vous-même, vous pensez de ça? Je pense que j'entends dire cela, mais ce n'est pas la même chose. À l'époque, on était tous les deux candidats. Donc maintenant, il ne l'est pas. Bon, ça me plairait qu'ils me soutiennent, mais je pense que dire qu'il y a un retour d'ascenseur à faire, c'est vraiment pas la même chose. Mais en tout cas, c'est une décision qui appartient au professeur Maurice Camteau. En évoquant cette nécessité de coaliser, il y a un candidat à cette élection qui invite, je reprends, qui invite les septuagénaires à se coaliser d'abord. Il s'agit de Cabral Libby. Je crois que c'est des propos qu'il a tenus le 13 septembre dernier lors de son meeting, à Paris, et quelques jours avant, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à Yaoundé. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez écouté le candidat du PCRN? Mais que la coalition n'a pas une affaire d'âge. Bon, lui, il a sa stratégie, la pensée. Je pense qu'on a confondu la fait d'âge dans notre pays. Quand vous prenez le fait que celui qui avait 8 ans quand le président Biya est devenu président, aujourd'hui il en aura 50. On a un pays qui a frustré le jeu démocratique, ce qui fait que l'entrée dans le sphère démocratique a été fermée. Ce qui fait que on ne devient pas président parce qu'on est jeune, on devient président parce qu'on est élu. Et c'est ce que je tente de faire dans la transition, de mettre en place un système
démocratiques qui permettent à tout le monde d'être élu. Donc c'est la première chose à dire. Bon, ceux qui ont 70 ans et plus, il faut qu'ils se mettent ensemble avant, ben écoutez, et puis après ils vont venir. Bon, c'est peut-être les paramètres de sa décision à lui. Mais moi je pense qu'il nous faut faire une coalition qui va sauver les Camerounais. Tout le monde est d'accord à dire qu'une seule personne ne peut pas battre le système qu'il y a. Tout le monde le dit. Puis il y en a qui ont peut-être d'autres visions là-dessus, en pensant qu'aller seuls, ils vont gagner. La question que je me pose, que pour ceux qui vont aller seuls, est-ce qu'ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner ou bien ils y vont comme ça? Les questions qui fâchent, vous concernant premièrement, il y a un reproche que certains vous font généralement. Ce reproche, ces personnes pensent que sur le plan strictement politique, vous intervenez régulièrement, vous dénoncez, comme on a cité l'affaire Glencore par exemple, mais que sur le plan politique spécifiquement, vous avez tendance à apparaître les années de l'élection présidentielle et ne pas être trop présent sur le terrain pendant les années qui suivent. Ça là, on me l'a dit, je ne sais pas combien de fois. Et je reprends à une seule chose, je dis que le fait que vous n'entendez pas la radio ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas. Je m'explique. Allez-y. Je suis dans la lutte contre la corruption depuis 25 ans. Je suis de la société civile. Alors, si vous voulez voir ce que je fais, regardez le cercle dans où je suis. Je lutte contre la corruption. Je le fais par des mouvements, je le fais par des dénonciations, je le fais par des propositions. L'observatoire de lutte contre la corruption qu'on avait fait, c'était ma proposition. Document à l'appui. L'histoire de bilinguisme de cette commission, c'est ma proposition. J'ai fait des documents que j'ai envoyés à la présidence. Les enquêtes que j'ai faites sur le secteur de la corruption, je le fais. C'est le travail d'un membre de la société civile. Je n'ai pas un parti politique qui me rend même plus fiable dans une période de transition. Je ne serai pas là pour grappouiller les uns et les autres pour me préparer pour la prochaine échéance. Donc c'est ça où je travaille. C'est ce que je fais. Alors ceux qui regardent dans mon secteur verront. Et récompensé largement par la communauté internationale qui me reconnaît ce titre que je lutte contre la corruption. Mais alors, est-ce que c'est la politique seule qui gère le pays? Moi, je pense qu'il y a ce que j'appelle the Golden Triangle, triangle à nord. Société civile, secteur privé et secteur public. C'est comme ça que je fonctionne. Mais sur le plan stratégique, Bâtonnier, quand on a des ambitions présidentielles, on essaie de mobiliser, de rencontrer... Macky Sall, quand il est devenu président, il était dans quel parti politique? Il était Premier ministre de... dans quel parti politique? Aucun. Le président du Gabon, quand il est devenu président, il était dans quel parti politique? Mais on sait comment... Hein. Il était dans quel parti politique? Il a démissionné. Je vous assure de vous dire que arrêtez de dire aux gens qu'il faut avoir un parti politique. C'est pour ça qu'il faut qu'on facilite les candidats indépendants à devenir candidats. Au lieu de nous obliger à partir vers des partis pour être investis. S'il vous plaît, tous les Camerounais ont droit à démontrer et à mettre leur connaissance en faveur, n'est-ce pas, de citoyens. Et je suis de la société civile avec les faits d'armes à montrer à qui le veulent. Ceux qui veulent couper, il apparaît seulement au moment des élections, mais c'est parce que le fait qu'on vole dans ce pays ne les intéresse pas. Je vous dis que moi, dans les premiers 15 jours, je vais ramener 800 milliards. C'est plus que n'importe quel parti politique va ramener. Je pense qu'il faudrait constituer les choses dans le contexte. Je suis de la société civile. J'ai été complètement déçu par les partis politiques dans les années 90. Tout le monde le sait, à 92, si Bouba Bello, qui a eu 19%, soutenu par Ogbelen, et Ndam Joya, qui a eu 3%, s'était rallié à Frundi, ben on n'en serait pas là. Si vous repartez maintenant au législatif, Bouba Bello seul, avec l'UNDP, avait 68 députés. Je crois qu'Odok en avait 16, Dakolé en tout cas, l'opposition toute réunie avait la majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec l'État, ils ont vendu donc l'espoir des Camerounais. J'étais un des rédacteurs de la constitution du SDF. Donc, je pars de cette atmosphère-là. Parce qu'au Cameroun, les partis politiques, mais qu'est-ce qui coince dans ce truc de coalition? C'est les partis politiques. Avec leurs gens qui sont trouvés, mais vous êtes le plus beau, c'est vous qui devez être président, et le gars se trouve coincé.
Donc je pense que, de grâce, qu'on oublie, qu'on arrête de me dire, bon, vous disparaissez, vous apparaissez. La vie, est-ce que la vie se limite à faire de la politique, à dire qu'on est président de partis politiques? Combien ont des députés et des conseillers? Je pense que c'est pour servir le peuple. Et on peut le faire à partir de n'importe quelle plateforme. Je le fais comme membre de la société civile et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes de la société civile qui vont le faire. À 92, qu'est-ce qui a vraiment porté et éveillé les Camerounais? C'est la société civile, Batoné Chungang et plein d'autres qui étaient là pour marcher et tout ça. Je pense que il faut que les Camerounais soient éduqués. On nous a menés dans un sens de penser que donc la politique se fait comme quand on est président de parti politique. Deuxième question qui fâche, notre proximité avec Abel Elimbi Lobé. Qu'on vous a sans doute déjà posé la question. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous appelez proximité? Les gens ont bien remarqué que vous bénéficiez de son soutien. On vous a plusieurs fois vu sur des images Monsieur Elimbi Lobé, dans son coin, comme un Camerounais libre, fait des déclarations. Et on me dit, jusqu'à me menacer, que je vais dénoncer. C'est du ridicule. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils aillent voir les chefs Sawa. Il y a votre fils qui est en train de dire ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai rien à y voir. Si je me mets à dénoncer tout le monde qui dit du bien sur moi parce qu'ils ont dit du mal de quelqu'un d'autre, j'entends là la dame qui est sénatrice là, en train de se battre parce qu'on l'aurait accusé. François Spiné. Mais voilà, s'il vous plaît. Et Elimbi Lobé est ce qu'il est, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, un citoyen libre. Donc c'est pas à moi, parce qu'il a dit que je voudrais. Mais je crois que maintenant, s'il change, il va dire qu'il va. C'est aussi, je vais dire, bon, je suis d'accord. Je pense que, s'il vous plaît, les Camerounais, on a la liberté d'expression, il dit ce qu'il veut. Mais si vous me dites, mais monsieur le bâtonnier, comment ça se fait que Elimbi Lobé est votre directeur de campagne, ou bien est le membre de NAO, ou bien le membre d'Univers, comment vous pouvez accepter ça? Ça, je peux comprendre. Mais un Camerounais fait des déclarations, parce que c'est à ma faveur, je dois me lever, sinon je suis génocidaire, quand même. Je pense que il faut... c'est une question qui fâche pas moi, peut-être les autres. On va sortir de cet entretien bâtonnier en évoquant le vote le 12 octobre. Le 12 octobre, pour être beaucoup plus précis. Alors, le Conseil constitutionnel et même le Conseil électoral ont rendu un certain nombre de décisions que vous avez dénoncées, notamment l'exclusion de certains candidats. Il y a le rejet du recours que vous avez récemment introduit. Dans cet environnement, est-ce que vous pensez que nous partons vers une élection libre et transparente? Écoutez, du moment où vous déposez votre candidature dans le cadre d'une loi, vous respectez les institutions qui sont. N'est-ce pas? Ce n'est pas une histoire, vous entrez et puis à moitié vous dites que c'est pas bon. Donc moi, 46 ans, comme avocat, comme juriste, le jour où je dépose ma candidature, je fais avec le système tel qu'il est. Quitte à nous, avec les Camerounais, de nous assurer que nous votons massivement, que nous sommes présents dans les stations de vote. De notre côté, nous avons une application qui va relever tous les résultats, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on a gagné sans sur les résultats. Moi, je l'ai fait en 92. Quand on a déclaré que Foundé avait gagné, j'avais les résultats de tous les bureaux de vote. Mais il faut, pour parler de cette application, il faut, pour avoir ces résultats, avoir au moins un représentant dans chaque bureau de vote à travers le pays. Et justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est un champ qui est ouvert pour la mutualisation des forces de l'opposition. Mais je pense que ça va se faire. Il faut cette fois-ci, les Camerounais sont conscients du fait de toutes les façons. Même vous n'avez pas un représentant. Quand ils vont lire à partir de la salle que telle personne, tel nombre de voix, telle personne, tel nombre de voix, si vous êtes là-bas, nous allons recueillir l'information. Mais tel que nous partons, je pense que nous serons en mesure de mettre les personnes, n'est-ce pas, dans le bureau de vote. Et il faudrait que les Camerounais pensent à l'esprit de volontariat. Ici, là, tout le monde pense qu'on doit les payer pour tout, même ce qui concerne leur avenir. Au Sénégal, quand il y a un meeting, les gens payent pour entrer. Au Cameroun, quand il y a un meeting, vous payez le transport pour que les gens viennent à votre meeting. Écoutez, quand même.
Maître Akiribuna, si au soir du 12 octobre, à travers votre application, vous avez la certitude d'avoir remporté cette élection présidentielle, comment est-ce que vous allez vous comporter? Et surtout, j'ai oublié de le dire, et surtout quelques jours après, Elecam annonce d'autres résultats, le Conseil constitutionnel proclame un autre candidat gagnant. Quelle va être votre posture? Ça, c'est la question qu'on pose à tous les candidats qui passent par ici. Notre posture, c'est d'affirmer notre victoire. Et je pense que si ceux qui gèrent la chose de l'État entendent pousser les Camerounais dans la rue, ils n'ont qu'à essayer. Mais je ne pense pas qu'il... Il y a aussi la communauté internationale qui est très attentive. Si vous avez suivi les déclarations du patron de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, c'était très clair. Et moi, je cause avec beaucoup de chancellerie. Je pense qu'ils sont très, très regardants de ce qui se passe dans notre pays. Et le fait est que on présume que tout le mécanisme d'État est en faveur de ce qui se passe. Pas les militaires, pas des fonctionnaires, même pas les préfets. Il y en a qui en ont marre et qui vont être là pour le peuple. Et je suis convaincu. Ils n'ont qu'à essayer. Je vous propose de regarder cette caméra, celle qui est juste là, et de vous adresser aux Camerounais en quelques minutes avant qu'on ne sorte de cet entretien. Ouais, écoutez, chers citoyens, voilà ce que j'ai à vous dire. Le 12 octobre, il s'agit d'un référendum pour que le président Paul Biya reste président ou pour que les Camerounais aient un autre avenir. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez partir dans le bureau de vote, quand vous allez prendre votre bulletin pour mettre ça dans l'urne, dites-vous, est-ce que je vote pour un système qui a échoué pendant 42 ans? Est-ce que je vote pour quelqu'un qui a 92 ans, qu'on ne voit pas, qui n'est pas présent sur le plan international, sur le plan domestique? Est-ce que c'est pour lui là que je vote? Ou je vote pour quelqu'un d'autre? Qui veut être avec le peuple pour changer le pays? Aussi simple que ça. Merci, Bâtonnier, d'avoir accepté notre entretien. C'est moi. Et quant à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Moments de vérité sur Afrique Informe, avec pourquoi pas un autre candidat à cette élection présidentielle. Portez-vous bien. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, École de commerce et de gestion. SAO Polytech, École de technologie et d'ingénierie. SHS, École des sciences biomédicales. EXA, École supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir.